Bienvenue à tout le monde. Donc, moi, je suis Maud Richard, je suis co-responsable de l'espace de coworking La Maison Blanche. Donc, je vais vous présenter, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter notre espace de coworking qui se situe à Montaix, en Valais, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, il a été créé en 2016 par l'association La Maison Blanche. Le but de cette association, c'est d'une part de gérer l'espace de coworking en proposant un lieu adapté, calme et inspirant pour travailler, le tout dans une atmosphère conviviale. Et d'autre part, le but, c'est de mettre en lien les personnes de tous horizons et d'aider les personnes avec un projet à se lancer. Et pour cela, on organise régulièrement des événements publics comme cette visioconférence et aussi des événements à l'interne pour les coworkers comme les midis ensemble, des sorties, ski, des déjeuners. Dans notre espace de coworking, on met à disposition des places fixes, des places nomades et aussi une salle de réunion. Si vous êtes intéressé à découvrir notre belle maison, n'hésitez pas à nous contacter par email. Il y a toutes les infos sur notre site internet ou vous avez reçu des emails pour la vidéoconférence avec l'adresse à laquelle vous pouvez nous contacter. Et puis aussi, pour cette visioconférence, on a créé une offre spéciale. Attendez, je ne sais pas bien. Voilà, on a créé une offre spéciale qui vous permet un peu de découvrir la maison. Donc, 50% sur les abonnements des plein temps. Et puis, ou si l'abonnement ne vous intéresse pas, des 4 heures de salle de réunion offertes. Donc, si vous voulez en profiter, vous pouvez nous écrire un email avant la fin du mois d'avril. Et puis, voilà, après, on regardera comment mettre en place tout ça. Et puis, si jamais pour cette offre, je vous renverrai par email après les infos. Et là, vous aurez tout ce qu'il faut. Et puis, alors maintenant, je vais laisser la parole à Natacha, qui va présenter les intervenantes. Oui, merci, merci Maude. Donc ce soir, Maud et moi, on est très très contentes parce qu'on a commencé notre saison d'événements au mois de novembre. Et puis c'est la première fois qu'on a des femmes qui interviennent pour notre événement et c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Donc je remercie chaleureusement Julie et Laurence d'avoir accepté l'invitation pour venir discuter des circuits courts. Donc, Julie Schubart travaille à l'Agropole qui est basée à Yverdon. Elle nous fera une petite présentation de l'Agropole. Elle est océanographe physique à la base. Et puis, quand elle a terminé son cursus, elle s'est rendue compte qu'il y avait parfois une grande distance entre le monde scientifique et puis le monde des êtres humains normaux. Et donc, elle a décidé de faire un master en journalisme et communication technique scientifique. Et donc, par ce biais, elle a collaboré à des grands supports médiatiques suisses comme Le Temps. Et puis, elle découvre l'importance clé des stockages de carbone et elle s'oriente vers l'agroalimentaire. Donc, c'est avec cette orientation qu'elle rejoint l'Agropole en 2018. Et donc, je lui laisserai présenter l'Agropole. Laurence Von Moss est montésane. Elle est la créatrice, l'inspiratrice de Pousse Nature, qui a vu le jour en 2010, d'abord à 4 mains, mais depuis 2013, Laurence le gère toute seule. Donc, elle est tournée vers l'agriculture biologique, la biodynamie et la permaculture. Elle offre des prestations en accord avec l'environnement, la faune et la flore locale, des solutions vertes pour cultiver à plus ou moins grande échelle et aussi pour les petits jardins, les potagers. Pousse Nature possède aussi un petit magasin à monter dont elle nous parlera un peu plus en détail. Donc voilà, mesdames, je vous remercie beaucoup et je vous laisse la parole. Je pense que Julie va commencer par la présentation de l'Agropole. Avec plaisir. Je vous laisse lancer le diaporama ou... Ok.
Ok, ben, tout d'abord, j'espère que vous voyez tous le diaporama, mais tout d'abord, merci beaucoup de nous recevoir parce que autant vous êtes contente de recevoir des femmes pour une fois, autant moi, je suis contente de vous rejoindre dans ce lieu. Ça me fait plaisir qu'on parle des circuits courts, des circuits locaux. Ça a une importance primordiale et c'est un avènement, c'est vrai, depuis cette crise qui se discute beaucoup plus et beaucoup plus précisément qu'avant. Donc, avec grand plaisir pour vous rejoindre. Je vous fais rapidement, en 5 minutes et un tout petit peu plus si je dépasse, la présentation de l'Agropole. Donc, on peut passer à la slide suivante. L'Agropole, c'est un campus, en fait, où on a pour objectif, nous, d'aider à ce que les innovations agroalimentaires, c'est-à-dire agri ou food tech, aillent plus rapidement sur le marché pour qu'on puisse mettre plus rapidement en place des solutions durables. Quand on parle d'innovation, on peut parler de choses très technologiques avec des nouveaux systèmes de culture innovants, avec des robots, avec des drones, avec ce genre de choses-là. Puis il y a aussi des innovations dans le secteur agroalimentaire qui sont ce qu'on pourrait avoir tendance à dire comme un retour en arrière, c'est-à-dire on repratique des pratiques d'agroforesterie, de biodynamie, de permaculture. Tout ce qui importe, en fait, c'est de pouvoir essayer d'éprouver un peu plus de durabilité dans nos systèmes alimentaires. Et puis à l'Agropole, c'est ce qu'on essaye de travailler au mieux. Donc nous, on n'est pas des faiseurs, on n'est pas des agriculteurs, on n'est pas des industriels, mais on est un écosystème et on aide à ce que des projets se développent. Et ce qui nous guide, c'est ces objectifs pour le développement durable. Ce n'est pas pour le buzzword qu'on les met, mais c'est pour la vraie signification qu'ils ont, c'est-à-dire que nous, on va aider à ce que des projets se développent s'ils sont durables, dans le sens où ils doivent répondre aux 3 piliers de durabilité. Oui, ils doivent être bons pour l'environnement, mais ils doivent être viables économiquement. Et puis, il va avoir un impact social sur la communauté locale qui est fort. Donc, ça se travaille vraiment sur 3 piliers. On peut passer à la slide suivante. Donc, pour pouvoir faire ça, à l'Agropole, on réunit aujourd'hui déjà sur un site l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur alimentaire. C'est-à-dire que pour avoir notre nourriture sur nos étals de supermarchés ou dans nos magasins ou dans nos shops en vrac, etc., on ne passe pas toujours du producteur à directement le consommateur. Il y a tout un tas d'acteurs qui travaillent sur cette chaîne de valeur. Donc, il y a les producteurs d'une part, des industriels qui parfois nettoient, emballent, packagent, transforment les produits. On a des prestataires de services qui les accompagnent, c'est-à-dire création de marque, enregistrement d'un nouveau produit, aide à la communication, etc. Puis à la grande distribution et autres modèles de distribution existants pour arriver jusqu'au consommateur. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'au milieu de tout ça, en 2012, on a fait venir sur site une première start-up qui s'appelle Clean Greens, qui fait de l'aéroponie mobile, c'est-à-dire qui cultive des herbes et des salades sans qu'elles touchent le sol. Ça permet de recycler 90% de l'eau utilisée, ça permet de produire en tout temps. C'est des solutions qui sont à avoir en complémentarité de ce qui existe en champ et qui peuvent très bien être mises, par exemple, dans une ville où il y a peu d'accessibilité en eau, comme à Dubaï, etc. Donc, c'est des solutions complémentaires. Puis, quand on a fait venir cette innovation sur le site, on s'est rendu compte que bien trop régulièrement, les innovateurs qui se trouvent souvent dans les universités ne rencontrent jamais les problématiques métiers. Et ce qui se passait à l'Agropole, c'est qu'on faisait que ces deux personnalités se rencontraient, puis échangeaient, puis avaient des vraies problématiques à discuter ensemble. Par exemple, si on pense à un container qui veut faire du circuit court pour amener les produits de producteurs directement au consommateur, sur le site, il va pouvoir s'adresser à des personnes en mesure de comprendre comment ça marche, les relations avec la distribution. Est-ce qu'il est possible au niveau hygiène d'utiliser ce mode de transport ou un autre pour les produits, etc. Donc, on a une vraie plateforme concrète et commerciale où les gens vont pouvoir venir poser des questions pour développer leur nouveau modèle. On peut passer à la slide suivante. Celle d'avant. Bon, c'est pas grave. Dans l'autre sens, si c'est possible. Pardon, voilà. Donc, l'Agropole, juste pour que vous le situiez, on est à côté d'Yverdon, à 10 minutes d'Yverdon, à 30 minutes de Lausanne, et on est surtout au milieu des champs. Et ça, c'est une vraie plus-value du site parce qu'on a le contact avec les savoir-faire agricoles. C'est-à-dire que quand on parle de chaîne de valeur alimentaire, on avait tendance, et on a toujours un peu tendance à dire, bon, ok,
Il y a les producteurs d'un côté, c'est leur côté, et puis eux travaillent dans leur coin. Ils nous fournissent des produits, on ne sait pas trop ce qu'ils font. À Agropole, on est situé au cœur des champs parce qu'on a ce lien et on essaye d'entretenir ce lien avec la production locale, avec les savoir-faire métiers. Quand on veut tester une innovation ou tester la commercialisation d'un produit ou tester les nouveaux produits, que ce soit, je ne sais pas, des nouveaux végétaux à haute teneur en protéines, etc., il faut pouvoir essayer de les produire. Alors au début, c'est sur des petites parties, puis petit à petit, on a besoin du savoir-faire agricole pour voir si à une échelle un peu plus grande, c'est possible, voir comment c'est possible de le faire, est-ce qu'on peut semer, non, traiter, non, qu'est-ce qu'il est imaginable. L'agropole est fondée sur un patrimoine agricole, c'est-à-dire qu'à Agropole, il y a quelques 80 hectares qui sont de la famille du fondateur de l'agropole et donc qui sont un terrain d'essai assez intéressant et assez spécifique aujourd'hui cultivé en agriculture biologique et avec des projets pour pousser encore un peu plus ce genre d'agriculture plus nouvelle, plus responsable, plus durable, etc. C'est un terrain d'essai qu'on possède et c'est pour ça qu'on se situe à Molonda. On peut passer à la slide suivante. Ce qui se passe sur le pôle maintenant, c'est qu'on est à peu près complet en termes de locataires. On a une 60aine de personnes qui travaillent tous les jours sur le site. De nouveau, une variété de locataires, entre des prestataires de services, des industriels, etc. Et puis, on a l'opportunité, parce qu'on est une zone industrielle à vocation alimentaire, de reconstruire un nouveau bâtiment. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a designé un bâtiment avec nos partenaires de construction qui soit le bâtiment du secteur food de demain, c'est-à-dire un bâtiment dans lequel les gens vont se croiser, un peu comme l'espace de coworking de la Maison Blanche, c'est-à-dire arrêter de travailler en silo. Les industriels dans des bâtiments industriels, les prestataires de services dans des bureaux, les agriculteurs très loin de tout. Donc, on a un bâtiment qui est mixte et qui permet aux gens de se rencontrer avec beaucoup d'espaces de coworking, beaucoup de salles de conférences mutualisées, et puis aussi des prestations de services mutualisées, comme des quais de chargement pour les produits agricoles, comme des cellules frigorifiques, comme tout un métier, des services métiers qui incombent à notre secteur agroalimentaire. À côté de ça, il y a des zones de démonstration pour toutes les innovations, que ce soit des startups pour des serres de R&D ou des parois murales, ou tout est possible et imaginable dans ce bâtiment-là. On peut passer à la slide suivante. La dernière activité de l'agropole et plus-value de l'agropole, c'est qu'aujourd'hui, on travaille sur un secteur qui est fort. En fait, on n'est pas seul à travailler dans le secteur food suisse et international. Il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place, comme la Swiss Food and Nutrition Valley, qui dit on va se mettre ensemble, mettre nos savoir-faire ensemble et travailler pour on travaille sur la mise en place de solutions plus durables. Et tout ça, c'est un vrai mouvement, c'est un mouvement qui a été accéléré par la crise, mais qui était là bien avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a pris conscience que le plateau suisse et la plaine valaisanne avec toutes vos cultures a des savoir-faire métiers et a la force de la Suisse, c'est-à-dire cette force d'innovation, ces universités assez présentes, ces PME très présentes, très fortes, qui innovent beaucoup. Et puis, c'est l'idée de se dire, ce pouvoir-là, on doit pouvoir le mettre en valeur à l'international et on doit pouvoir attirer des sociétés en Suisse pour qu'elles nous aident à innover et à trouver des solutions. Bien entendu, tout ça, ça fait partie d'un développement beaucoup plus global, c'est-à-dire que si on veut agir sur nourrir le monde en 2050, toutes les solutions qu'on peut développer, tous les modèles qu'on peut imaginer, il faut qu'on puisse les extrapoler aussi à l'étranger, qu'on puisse aller aider des gens à cultiver mieux, à cultiver différemment, à imaginer des circuits courts, etc. Donc, il ne faut pas être centré sur ce qu'on peut faire, mais comment ce que nous, on arrive à faire ici, on peut ensuite essayer d'aller la porter ailleurs. On peut passer la slide suivante. Donc, je termine juste sur un petit mot de où on vient, parce que souvent on nous dit pour savoir où on va avec toute votre vision et vos rêves, il faut savoir d'où on vient. Et nous, d'où on vient, en fait, c'est un patrimoine agricole. Donc, l'agropole est fondée par la famille Fancoser, qui sont des agriculteurs, qui ont toujours été pionniers, assez innovants, et puis qui ont dit moi, je veux que mon patrimoine il soit au service de demain, il permette à des gens de tester des nouveaux modèles un peu plus durables et qu'on soit le démonstrateur de ce qu'on peut faire. Et cette idée-là, je la trouve magique et c'est parmi les choses qui m'ont convaincue il y a de ça 3 ans en ce projet, c'est de dire je suis du terrain et j'ai un impact. Je peux faire quelque chose et je peux mettre ce que je sais faire au service des autres.
Et pour nous, c'était un message qui était très fort et c'est parmi la seule initiative que je connais qui va en ce sens-là. Donc, on est vraiment quelque chose qui est bottom-up à la place de top-down où des institutionnels sont venus nous dire bah, voilà ce que vous devriez faire dans les métiers. Non, nous, c'est l'inverse. C'est les métiers qui disent bah, ce qu'on sait faire, on l'utilise et on apporte ça aux autres. Donc, on peut terminer juste avec une petite vidéo, si ça fonctionne, de Victor et Eliane Fonkoser. C'est les parents du fondateur de l'Agropole qui sont agriculteurs à la base. L'agriculture, elle impacte tout. C'est une certaine philosophie. L'agriculteur est vraiment au centre de l'environnement. La terre est notre gagne-pain. Un agriculteur qui se respecte ne détruit pas la terre, il la maintient. Le métier d'agriculteur, je trouve c'est un des plus beaux métiers du monde. On est près de la nature, on voit comme les choses poussent avec tout ce qui peut arriver, donc des fois c'est compliqué, mais il y a toujours un moyen et puis c'est aussi un lieu où c'est paisible. Dans l'ensemble, en tant qu'agriculteur, on est indépendant, on veut gagner sa vie avec cet indépendant, justement, on doit être innovant. On ne peut pas être les employés de quelqu'un, les employés de l'État ou de n'importe qui. On est les employés du temps et de la terre. Donc voilà, si le projet de l'Agropole vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on recherche des nouveaux agronautes, comme on les appelle, c'est-à-dire des gens du secteur qui sont force de proposition, qui ont des innovations, qui cherchent des débouchés, que ce soit commerciaux ou des nouveautés. À côté de ça, on a ce nouveau bâtiment qui arrive avec des nouvelles locations possibles, donc des nouvelles surfaces, des espaces de coworking, des events. Donc, toute personne ayant envie d'aller vers plus de durabilité dans le secteur agri-food-tech, elle a bienvenue. Merci. Alors, merci beaucoup Julie. On va donner la parole à Laurence qui va nous présenter son parcours et puis Pousse Nature, sa structure. Laurence, où es-tu? Je ne te vois plus. On ne t'entend pas, Laurence. Est-ce que là, on m'entend? Oui. Ok, et on me voit? Oui. C'est parfait. Alors, je recommence. Merci pour l'invitation. Si je peux contribuer d'une manière ou d'une autre à la nature. Et j'ai un petit souci de batterie apparemment. Si jamais ça coupe, je me reconnecte tout de suite après. Donc voilà, merci pour l'invitation. Heureuse d'être parmi vous. Et en 2 mots, alors, je vais vous présenter mon parcours. J'ai toujours été très sensibilisée à tout ce qui est de la nature, la terre. Et du coup, après plusieurs activités professionnelles différentes, j'ai décidé, c'est plutôt la vie qui m'a un peu poussée, à faire une reconversion professionnelle en emploi. Et là, je me suis orientée sur quelque chose qui me plaisait, je me suis simplement orientée sur une façon de jardiner biologique et donc de ce fait, j'étais poussée par ma passion. Ensuite, après une expérience professionnelle dans cette reconversion, je me suis associée à un associé. On est resté pendant 2-3 années à travailler ensemble sur la création de Pousse Nature, qui est donc une société qui permet aux gens de se familiariser avec les cultures biologiques, la nature, etc. Donc, cette société a été basée sur 4 axes. Un des axes, c'est la formation avec des cours et des ateliers. Un deuxième axe, c'est tout ce qui est aménagement. Et là, on fait plutôt appel à moi pour tout ce qui est création de potager, plus que, ça peut arriver aussi des plantations de vergers ou de vivaces, etc. Je me différencie des paysagistes dans le sens où je ne vais pas m'occuper de tout ce qui est dur, tout ce qui est pierre, dallage, etc. J'ai vraiment un lien beaucoup plus présent avec le côté végétal. Ensuite, le troisième axe, c'est tout ce qui est entretien et traitement. Alors, entretien saisonnier, comme on peut avoir de la tonte, du désherbage.
mais également de la taille douce, qui est plus un accompagnement des arbres qu'une contrainte de leur faire ce qu'on a envie, mais qui ne leur convient pas. Et donc, une sensibilisation aussi aux différentes personnes qui font appel à moi, parce que j'explique toujours le pourquoi, qu'est-ce que je fais et le pourquoi. Ensuite, dans les traitements, il y a les produits de traitement que je fabrique à base de plantes de la région. Donc là, soit je vais récolter en nature des plantes et je les transforme essentiellement en tisane et aussi en extraits fermentés. Les extraits fermentés, c'est ce que les gens appellent par exemple le purin d'ortie. Et du coup, j'en fais des plantes seules ou des mélanges qui sont utilisés beaucoup par les viticulteurs qui sont en bio ou en biodynamie, mais également par les propriétaires de potagers, les maraîchers et les gens qui peuvent avoir des arbres ou des plantes sujettes à des maladies ou des parasites d'un point de vue plus ornemental. Et le dernier axe, le quatrième axe qui avait été créé à l'époque, c'est le coaching, c'est des conseils personnalisés à domicile, ce qui permet à chaque personne en fait de s'orienter là où il en ressent le besoin et de cumuler éventuellement les choses. Soit la personne veut apprendre, soit la personne veut faire, soit la personne veut un mix des prestations. Tout ça pour accompagner le mieux possible les gens qui ont envie de cultiver d'une manière plus respectueuse, que ça soit en bio, en biodynamie, maintenant on parle beaucoup de la permaculture aussi. Pour moi, tout ça, c'est très lié. Les fondements sont souvent les mêmes. Et Pousse Nature, c'est un petit peu, pas agrandi, mais c'est étoffé, voilà, avec un cinquième axe qui est mieux un peu tout seul, c'est le petit marché bio de Pousse Nature, qui permet justement de mettre en lien les consommateurs et les producteurs, avoir des produits vraiment locaux, de saison, et vraiment le plus de transparence possible aux gens qui seraient intéressés de se nourrir d'une manière voilà, qui fait référence à ce côté nature biologique de saison, etc. Et le dernier axe, c'est l'ouverture vers les gens avec des locations, soit de salles, soit de logements dans le nouveau bâtiment qui a été fait en bottes de paille. Voilà. Je vais devoir tourner l'écran parce que j'ai un petit souci de batterie, alors je m'excuse. Hein. Vous allez prendre peut-être un peu le mal de mer. Merci beaucoup, Laurence, pour cette présentation. Donc, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc, les circuits courts, pour que tout le monde soit sur la même page, on va commencer par définir précisément ce que sont les circuits courts. Et il y a plusieurs définitions maintenant. Donc, est-ce que Laurence, tu peux commencer par par la définition, la tienne? Alors, ma définition des circuits courts, c'est le fait de mettre en contact, en lien direct, le producteur et le consommateur. Pour moi, c'est la définition la plus simple et la plus cohérente. Essayer d'avoir le moins d'intermédiaires possible entre le produit final qui va être consommé et la personne qui l'a produite. D'accord. Donc, plusieurs intermédiaires, même si c'est le moins possible, il peut y avoir plusieurs intermédiaires. Mais je crois, Julie, que la définition a un peu évolué récemment pour devenir plus restrictive. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Julie, il faut mettre le micro. Ça reste une sorte de nomenclature, mais c'est vrai que si on allait chercher vraiment la définition du circuit court stricto sensu, c'est l'idée de dire on passe soit du producteur à son consommateur directement, soit par un unique intermédiaire.
Mais je rejoins complètement Laurence sur la vision du circuit court, comme on peut l'entendre en sens commun, c'est-à-dire réussir, malgré le fait qu'il y a peut-être un ou deux intermédiaires, à recréer une transparence réelle et un contact réel entre celui qui produit nos produits et nous, consommateurs, pour savoir en fait d'où ça vient, comment ça a été fait, etc. Donc, on pourrait imaginer être un tout petit peu plus vaste qu'un seul intermédiaire, voire pas du tout d'intermédiaire, du moment où on a une vraie force du local et de l'intermédiaire en soi. Parce qu'il y a peut-être un transformateur. Ben, Oui, justement, c'est ce que j'allais ouais, dire. Le boulanger ou le boucher, il est quand même un intermédiaire de facto. exactement. Je pense typiquement au monsieur qui s'est introduit au début de cette discussion. Pour moi, votre auberge correspond à un circuit court parce que vous allez chercher le produit directement au producteur que vous manufacturez, cuisinez, etc. Puis si on allait au stricto sensu, bah non, vous êtes plus d'un intermédiaire parce qu'il y a certainement un transformateur et vous entre le consommateur et le producteur. Et pourtant, on est sur cette vraie définition du circuit court qui est de dire je suis restaurateur, je sais d'où vient ma viande, je la propose à mon client et puis ça fonctionne très bien. Il y a une transparence et il y a une véracité d'où vient le produit. Mhm. Merci. Est-ce que on pourrait faire un petit panel des différents circuits courts? Parce qu'il y a plusieurs formes en fait de circuits courts. Est-ce que Julie veut commencer? Il y a plusieurs formes de circuits courts dans la manière de distribuer, dans la manière d'innover. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un circuit court plus high-tech, entre guillemets, avec peut-être un container de distribution. On peut imaginer un circuit court où les consommateurs reviennent directement à la ferme chez le producteur. Je pense que la seule vérité est qu'à un moment donné, dans cette évolution du secteur qui est en train de se faire vers de plus en plus de circuits courts, de plus en plus de transparence, on doit essayer de respecter les métiers de chacun. Il y a des savoir-faire artisanaux, il y a des savoir-faire industriels, et puis il y a des savoir-faire de producteurs qui peuvent vendre leurs produits bruts ou transformer de manière artisanale. Mais pour que toute solution soit pérenne, elle doit prendre en compte le secteur dans lequel elle se trouve et puis elle doit évoluer en complémentarité de ce qui existe parce que tout ne va pas être aboli parce que chaque personne va rentrer à la ferme faire ses courses. Ça serait mésestimer beaucoup de savoir-faire artisanaux, beaucoup de savoir-faire industriel, et puis certaines personnes qui n'ont pas les capacités et qui ne sont pas en mesure d'aller à la ferme chercher leurs produits. Donc après, on peut innover en termes de modèles de distribution, etc. Il y a tout un tas de choses à imaginer. Et Laurence, des petites précisions? Moi, je trouve que Julie a très bien c'est le sujet. D'accord. J'ai rien à rajouter. Ok. Tout à l'heure, dans l'introduction de Julie, on a entendu que la pandémie, enfin l'année qu'on vient de vivre, a peut-être a joué comme un accélérateur de particules par rapport à cette prise de conscience qui date quand même des grands scandales sanitaires alimentaires. Est-ce que il y a des précisions à apporter par rapport à ça? Est-ce que ça a vraiment fait un bond en avant et pourquoi tout d'un coup? Qui veut intervenir? Peut-être commencer. Oui, Effectivement, j'ai vu un grand changement par la consommation des gens au niveau de mon mari. Il y a effectivement à un moment donné eu un changement de mode de consommation. Pour différentes raisons, soit parce que ce n'est compliqué d'aller en supermarché, soit parce que les gens n'avaient pas envie d'être confrontés pour des raisons sanitaires ou autres à une population rassemblée dans des commerces, mais également une certaine préoccupation, ce qui a été faite par certaines personnes en disant non, non, mais en fait, ça montre juste qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre mode de consommation. On n'a pas envie de continuer à entretenir ce système
Donc, ils ont cherché qu'est-ce qui est possible pour eux de changer dans leur consommation. Et une partie a effectivement, à un moment donné, pris la décision de s'orienter sur le commerce, sur de proximité et des commerces de circuit. Alors, oui, à ce moment-là, il y a eu une grande augmentation. Moi, je pense que j'ai à peu près doublé, voire triplé les tâches chez moi. Et ensuite, il y a eu, à l'ouverture, réouverture, après le confinement, il y a de nouveau eu une partie de la population qui est retournée dans ses modes de fonctionnement avant, et une autre partie, par contre, qui a gardé ses nouvelles habitudes. Et maintenant, je trouve qu'il y a toujours plus de conscience, oui. Des gens que je ne revois plus et d'autres qui, pour nous, revient à un mode de consommation. C'est aussi alerté, je pense, sur la capacité qu'on avait en tant que pays de s'approvisionner et puis de ne pas dépendre de l'extérieur. D'accord. Merci Laurence. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui t'entends pas très bien ou si c'est tout le monde. Ah, Est-ce que c'est ok. tout le monde? Oui. Alors, Oui. peut-être essaye d'enlever ton casque. J'ai l'impression qu'il y a un faux contact. Ça résonne un peu. Enfin, on a compris, hein, mais Ok, je vais essayer de changer, j'en ai. outil. Est-ce que Julie, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, alors nous, Vous avez on vu a. avec l'agropole des changements. C'est ça, nous, on n'est pas des doueurs en soi. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait quelque chose. Par contre, c'est vrai que pour ceux qui l'ont vu dans le diaporama d'avant, on vous a montré que on avait fait de l'agropole une sorte de hub de communication, c'est-à-dire un relais de communication pour ce qui se passait dans le secteur. Et ça, c'est venu au moment de la crise parce que c'était une vision qu'on avait en disant Agropole peut prendre la parole pour ceux qui font les choses et qui souvent n'ont pas la voix qu'ils devraient avoir, peut les mettre en valeur. Et puis on se disait, bon, on fera ça dans 2 ans, etc. Pendant la crise, il y a eu ce besoin de consommateurs que nous sommes tous de connaître un peu plus les métiers. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que franchement, je vais avoir assez de pommes de terre, de pâtes et de papier toilette pour les 6 prochains mois? Il y a eu ce besoin de revenir à cette certitude qui a amené certains à aller à la vente directe à la ferme. Nous, on l'a vu beaucoup, qui nous a amené à aller faire des reportages auprès de gens du métier pour mettre la lumière sur ce qu'ils faisaient et quelles étaient leurs inquiétudes. Et là, des choses incroyables se sont révélées, comme toujours quand on part sur le terrain interviewer brut de point les gens. C'est-à-dire qu'on avait d'une part, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller chez des gens qui existaient déjà, pas des opportunistes, entre guillemets, c'est-à-dire des gens déjà établis avant la crise. Et puis, c'est vrai que des gens à la ferme voyaient les consommateurs de Lausanne, d'Yverdon, des grandes villes, de revenir chez eux, tisser un lien humain qu'il n'y avait plus avant, donc apprendre qu'est-ce qu'était leur métier, comment, etc. Il y a eu des initiatives qui se sont mises en place pour de la distribution dans les villages, pour de la distribution facilitée, pour trouver les endroits d'approvisionnement. Et puis, on a aussi eu un discours des agriculteurs qui était « Ah, ben maintenant, quand je passe en tracteur, on me dit bonjour ». Et c'était dingue d'entendre ça, parce qu'un agriculteur, c'est celui qui nous nourrit et il nous nourrissait avant la crise et il va nous nourrir après la crise. Toute cette crise a changé une prise de conscience, elle n'a pas changé les faits, entre guillemets. Ils ont toujours été là pour nous nourrir et puis ils le sont encore aujourd'hui. Et puis quand on pense au plan de culture, ça met quand même une année à être fait. Donc eux, ils prévoient l'année d'avance que nous, on va manger l'année d'après. C'est tout un système qui prend du temps, etc. Et d'avoir ce retour de dire maintenant, je suis mieux regardée, je suis moins critiquée, je suis plus appréciée, c'était surprenant, triste un peu. Et puis d'un autre côté, ça donnait l'espoir de dire si une crise comme celle-là doit servir à quelque chose, c'est peut-être à retisser ces liens qu'on avait peut-être un peu perdus au fil du temps. Oui. Du coup, il y a eu cette
Ouais, pas juste de prendre sur l'étal du supermarché quelque chose, mais de vraiment voir d'où ça vient et le processus et l'énergie, le temps qu'il faut pour pouvoir produire. En fait, c'est vrai euh, j'ai parfois des gens qui disent, hein, les gens, les enfants, par exemple, si on leur donne du lait de vache qui sort de la vache, ils disent non, je veux l'autre. Ils n'arrivent pas à concevoir que le lait vient de la vache, quoi. Et on a vraiment coupé de ce monde rural d'où on vient tous, hein, en fait. Du coup, ça me fait penser au. Alors, il y en avait déjà avant, mais dans les grandes chaînes de supermarchés, il y a souvent ces gondoles avec local, local, local. Euh, il y a toujours une certaine ambivalence par rapport à ça. Comment est-ce qu'on sait que c'est vraiment local et est-ce que c'est plus local et un peu marketing ou un peu des deux, plus marketing que local? Quelle est votre vision ou votre vécu par rapport à ça? Je crois que Julie a un exemple très, très concret. Ouais, alors, je sais que nous, par rapport à ce qu'on voit et comme on voit travailler les sociétés industrielles sur le pôle, c'est-à-dire que sur le pôle, on a deux grosses sociétés qui font transiter 15 000 tonnes de produits alimentaires, produits à Mollondin et environ, à destination de la grande distribution ou autres distributeurs un peu moins connus. Euh, la vérité, c'est qu'en Suisse, on a de la chance. Et c'est une réalité, c'est-à-dire qu'en général, on peut tracer nos produits et on peut avoir confiance en nos produits. Après, ce qu'il y a eu, et c'est vrai, c'est qu'il y a eu beaucoup d'actions marketing pendant peut-être trop longtemps, où on avait tendance à vendre tout et rien aux consommateurs, ce qui a créé cette porte ouverte au retour vers la véracité du circuit court et de chez qui je vais et de comment je prends mon produit. Donc, ça, c'est une réalité qui incombe en fait à des défauts marketing de certains grands distributeurs. C'est vrai qui peut-être ont surfé sur une vague en faisant des jolies publicités qui disent que la poule va pondre les œufs dans le distributeur. Mais non, pas tout à fait, pas tout à fait. La poule ne pond pas ses œufs dans les entrepôts de distribution. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une force de communication marketing qui a peut-être été un peu au-delà de la réalité des métiers. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas croire en ce qu'on appelle être du local en Suisse. Mais le local en Suisse, on est très vite très local. Ça veut dire que le plateau suisse est local. Oui. Voilà. Et Laurence, par rapport à cette thématique? Alors, je vais très peu dans les centres commerciaux, donc je ne vois pas tellement ça. Par contre, effectivement, j'ai toujours un soin particulier à informer les gens de qu'est-ce que je leur pose, bien. Pourquoi, comme a dit Julie, il y avait des pommes de terre. Vous m'entendez bien, déjà? Non, on ne t'entend pas bien. Est-ce que tu Toujours pas. peux enlever ton… Là, est-ce que ça va mieux si je le pose? Ouais, je sais pas. Essaye. Ça va mieux, ça tient un peu comme… Non. Non. Vous entendez mieux? Oui. Essaye de parler. Est-ce que vous m'entendez? Moi, non. Ok, alors, je vais essayer de remettre. Je suis désolée. Très aguerris à ce genre de… Alors, j'ai remis un. Est-ce que maintenant, ça le fait? Mieux. Laurence, tu es bien connecté sur le réseau de la Maison Blanche. Parce que la qualité, même la qualité de l'image, elle n'est pas top. Je ne pense pas que… Ben, on avait mis le réseau. Oui, on a mis… je Ouais. l'ai échangé. Ah ben. Oh là là. Alors, peut-être que si déjà je ferme ça… Mais là, ça on t'entend prendra bien. moins. Là, vous m'entendez bien? Ouais, on Dans ne voit l'image, plus. on t'entend bien. Alors peut-être qu'on va garder… Ok. Alors, si on coupe un petit peu… Ça va plus, là. Dès qu'il y a l'image, on ne t'entend pas, en fait. Ouais. Alors, je ne sais pas comment… Bah, Je sais ferme pas. la Est-ce que caméra. vous faites quand Je pense que c'est mieux de fermer la caméra et puis on t'écoute. Ok, alors…
Voilà, là, c'est très bien. Ah, là, c'était bien? Euh, Attendez, alors. Je fais juste comme ça. Là, vous m'entendez bien? oui. Ok, parfait. Alors, désolée pour tous les, les couacs. Du coup, j'ai perdu le fil. Je crois que j'expliquais ça me tenait à cœur d'expliquer aux gens d'où venaient les produits. Je présente toujours les producteurs avec qui je travaille et par exemple, je donne des informations qui pour moi paraissent tellement naturelles, mais typiquement au printemps, quand il y a eu tout ce changement de consommation, à un moment donné, les gens m'ont dit, mais Laurence, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a plus de pommes? Pourquoi il n'y a plus de pommes de terre? Donc, les raisons n'étaient pas forcément les mêmes. Mais du coup, ça me permet d'expliquer aux gens, ben oui, effectivement, à un moment donné, il n'y a plus de pommes de terre. Pourquoi? Parce que l'agriculteur, comme a dit Julie, il fait son plan de culture, il produit plus ou moins les quantités qu'il sait qu'il aura besoin pour tenir pendant les quelques mois, par exemple, pour les pommes de terre. Et par exemple, pour les pommes, c'est l'inverse. Enfin, c'est pas l'inverse, c'est qu'à un moment donné, les frigos, les pommes actuellement sont gardées en frigo. Et à un moment donné, ben voilà, les frigos sont vides, c'est normal. Sauf que les gens qui avaient avant l'habitude d'aller dans les supermarchés, et puis qu'on leur fournit toute l'année toutes sortes de choses, ils commencent à, enfin, ils commencent pas, ils sont déconnectés pour certains euh, des, de la normalité de l'approvisionnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus un produit et c'est normal. Euh, Par rapport aux saisons. Par rapport aux saisons, mais par rapport aussi à la production et au stockage. Ouais. Mhm. Là, par exemple, bah, le cas des pommes de terre, ce n'était pas une question de saison, c'était une question que d'un coup, bah, effectivement, dans les circuits courts, il y a beaucoup moins de choix pour se retourner auprès d'un autre producteur si d'un coup, on n'a plus assez de matière. Alors qu'en grande surface, ils travaillent sur des quantités beaucoup plus grandes et avec un choix de producteurs beaucoup plus grand. Donc, ce cas de figure ne leur arrive pas. Et il y a peut-être une note à ajouter, en tout cas de nous, de ce qu'on voit sur certaines sociétés qui sont sur site, c'est que il y a eu un changement du type de consommation, que l'on passe par la vente directe ou par la grande surface. Typiquement, nous, on a deux sociétés industrielles, une biologique et une conventionnelle, qui vendent des pommes de terre, beaucoup de pommes de terre, que ce soit à la grande distribution ou à d'autres modèles de distribution. Le fait que les restaurants ferment, fait qu'on a des variétés de pommes de terre qui sont très demandées, c'est-à-dire les pommes de terre grenaille pour la raclette, pour la fondue. Je pense qu'on est au bon endroit pour parler raclette. Donc ça c'est très demandé. Donc c'est très souhaité. L'approvisionnement doit être rapide et fort, alors que d'habitude, on est sur des demandes qui étaient peut-être un peu moins fortes, en tout cas plus espacées dans le temps. Et puis, par contre, tout ce qui est pommes de terre à frites, etc., ce qui a plutôt tendance à être utilisé par tout ce qui est gastronomie, hôtellerie et restauration, sont des stocks qu'on a en trop. Donc, c'est vraiment une difficulté de gestion d'une chaîne d'approvisionnement qui n'est pas réalisable du tac au tac. On produit une année avant de vendre et ça ne doit pas être mésestimé. C'est bien souvent méconnu par la plupart des consommateurs. Donc, on a de la flexibilité et il y a eu énormément de réactivité pendant, en tout cas, la première vague où il y a eu une inquiétude forte des consommateurs. Donc, nous, on le voyait dans les usines, les gens, ils travaillaient H24, c'était dingue. Et puis, ils travaillaient alors qu'ils ne savaient pas si ce virus, il était vraiment méchant, qu'ils ne savaient pas comment ça se transmettait, qu'ils étaient tous sur les lignes en train d'emballer et de nettoyer et de regarder toutes les pommes de terre. Donc, il y a eu une vraie solidarité à ce moment-là pour être réactif dans la mesure de la capacité de notre réactivité, c'est-à-dire à un moment donné, peut-être qu'il n'y a plus de pommes de terre grenaille parce qu'on en a trop acheté d'un coup. Donc, il y a eu une surréaction sur une chaîne de valeur qui est longue et qui prend du temps, en fait. D'accord, merci beaucoup. L'Agropole soutient quelle innovation dans le domaine des circuits courts? Alors, nous, on soutient
particulièrement, peut-être une initiative qu'on pousse, nous, à Agropole, dont je vous parlerai après. Par contre, on a vu passer énormément d'initiatives, on a vu naître des initiatives et on a vu s'accélérer des initiatives liées au circuit court. Donc, il y a par exemple une des sociétés industrielles du site de l'Agropole qui a développé une spin-off. Donc, c'est une start-up issue du cru qui est en fait un container digitalisé qui a pour vocation à aller distribuer dans les centres urbains directement les produits de nos campagnes. Donc, c'est un modèle de distribution qui n'est pas la petite épicerie en vrac ou un distributeur avec une personne que vous connaissez, etc., mais qui est un container qui se digitalise, ce qui aide à la logistique, en fait, à la gestion de ravitaillement, etc., et qui veut se poser dans des centres urbains pour pouvoir apporter directement les produits de nos campagnes dans les centres, pour pouvoir répondre à la problématique de dire si vous n'avez pas la capacité à vous déplacer à la ferme, peut-être que d'une certaine manière, assez simplifiée, la ferme peut venir à vous. D'accord. C'est l'idée de base. C'est comme un distributeur, c'est C'est ça? comme un énorme Selecta à bons produits, entre guillemets. D'accord. Après, on a vu aussi, il y a une autre start-up qui s'est bien développée pendant cette crise, qui existait avant, mais qui a bien évolué. Elle s'appelle La Petite Épicerie. Et là, l'idée, c'était de nouveau, c'est une sorte de container qui est mis dans les villages à disposition des agriculteurs qui, eux, vont directement pouvoir aller ravitailler sans avoir un espace de vente propre à eux. Donc après, il y a des formats de licence, etc. pour les agriculteurs. C'est eux qui doivent assurer l'avitaillement du container. Et puis, les gens peuvent rentrer dans le container puis aller chercher les produits qui y sont en fonction de la saison, des disponibilités régionales, etc. Donc, c'était mettre à disposition des endroits directement pour les agriculteurs dans les villages. Parce que pas tous les agriculteurs n'avaient la capacité de faire de la vente directe à la ferme. Et puis, ça permet de regrouper. Comme ça, le consommateur ne doit pas aller à 5-6 endroits pour trouver forcément ce dont il a besoin. Exactement, et ça s'adresse plutôt aux villages déjà ruraux, entre guillemets. Donc, ce n'est pas une dimension de dire comment est-ce que j'amène un produit de la campagne en ville, mais comment est-ce que je recrée aussi des petits supermarchés, entre guillemets, dans nos campagnes. Toute cette thématique-là, elle est aussi liée au fait que pour déposer un produit et puis pouvoir le garder quand même un certain temps, il faut quand même que ça soit réfrigéré. On ne peut pas laisser un produit n'importe où sur un étal et puis croire que ne va pas y avoir de déchets et pas de pertes. Donc, il y a quand même une certaine logistique derrière qui se réfléchit. Et puis après, oui. Ce projet-là, avec quelle échéance en matière de temps? Ils ont déjà déposé, la petite épicerie, ils ont déjà deux ou trois shops qui sont mis en place. Le premier s'est mis en place à Bavois. C'est à côté d'Yverdon. Et puis maintenant, si je ne me trompe pas, ils en ont 2 ou 3, mais je vous donnerai les coordonnées si ça vous intéresse. D'accord, ok, merci. Et puis, à côté de ça, alors, il y a carrément d'autres initiatives qui ont vu le jour qui sont intéressantes aussi. C'était carrément des plateformes comme Super Heroes, ça s'appelait, où en fait, ils ont référencé, ils ont fait un énorme travail de référencement de où on peut aller chercher des produits. Donc, vous indiquez votre position. Et puis, vous dites, moi, je cherche des légumes, des fruits ou de la viande, artisanale ou non. Et puis, ça vous référence tout type de société à 15 km de chez vous qui fait de la vente directe. Donc, ça, c'est une application? C'est une plateforme Internet. Je ne suis pas sûre qu'ils aient développé d'application, mais c'était un site Internet qui est né pendant la crise et qui, en fait, permettait aux gens de rapidement savoir où est-ce qu'ils pouvaient aller chercher des produits de manière en circuit beaucoup plus court. Donc ça, voilà, c'est 3 types de nouveaux de solutions qui ont chacune des vocations et qui vont coexister à terme, je l'espère. Et puis nous, à Agropole particulièrement, ce qu'on essaye de développer aujourd'hui, c'est une gestion de la filière. C'est-à-dire qu'on aide, nous, les locataires, etc., et nos partenaires à imaginer, tracer leurs produits de manière digitale mais sécurisée, pour qu'on puisse réellement indiquer aux consommateurs, voilà, votre pomme de terre, elle vient de tel champ et vous pouvez le contrôler. Parce que si on digitalise la filière, on peut contrôler ça. Mais digitaliser la filière, ça veut dire respecter les données de chacun et la privacité de chacun. Donc, ce n'est pas simple. C'est comme vous, pour Facebook, on ne va pas vous dire donnez-moi toutes vos données, puis je vais les utiliser, puis je serai très content, puis vous n'allez rien me dire pendant très longtemps. Ce n'est pas le cas. Donc, il faut faire les choses de manière transparente, mais avec une certaine gouvernance et une éthique. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on est en train de mettre en place à Agropole avec des partenaires qui sont des gros partenaires institutionnels pour nous aider à réfléchir comment on peut faire ça bien au service de chacune des entités.
Merci beaucoup. Et Laurence, comment vous, parce que votre petite boutique, pour moi, c'est une caverne d'Ali Baba. Il y a des produits vraiment de toutes sortes. Quelle est comment vous choisissez les produits? Quelle est la philosophie? Vous connaissez vraiment tous vos fournisseurs? Comment vous faites? Alors, je vais commencer à répondre, mais j'enlève la vidéo si vous me dites que de nouveau vous m'entendez pas. Oui, c'est mieux, je pense. Ouais. C'est dommage, mais Je crois que j'ai enlevé. Je sais pas enlever la caméra. et c'est en bas à gauche de l'écran, non? Écrit Ici. arrêter vidéo. Oui, voilà. J'étais en Voilà, haut. super. Ok. Donc, oui, les producteurs. Avec mon passé d'activité chez d'autres avant de créer Pousse Nature, j'ai déjà créé des liens. Beaucoup de producteurs avec qui je travaille actuellement, même s'ils ne sont pas en lien direct avec moi, je les connais, j'ai été moi les voir. Je sais un petit peu ce qu'ils font, où ils sont, etc. Donc, pour les producteurs, j'ai envie de dire anciens, dans le sens où ça fait de longue date que je travaille avec eux. Voilà, je suis restée sur mes acquis en ce qui concerne la connaissance de ce qu'ils font. Pour tout ce qui est nouveau, en fait, je fais chaque fois une recherche. Tout ce qui est nouveau, c'est surtout les produits qui sont plus ou moins transformés. C'est-à-dire que les fruits et légumes frais, c'est des produits que je connais depuis longtemps. Tout ce qui est nouveau produit, je vais à chaque fois faire une recherche. Par exemple, à un moment donné, j'ai voulu intégrer dans le petit marché des produits de la mer. Donc, j'ai pris le temps de sélectionner auprès d'un grossiste 2 entreprises où j'ai été voir leur site internet, je me suis renseignée. Le cas échéant, si j'ai des doutes ou si j'ai besoin de précision, je leur fais encore un message où j'essaie de les contacter, voilà. Et je fais toujours un test de produit où là, je vais en commander en petite quantité et après, je vais vérifier sur l'étiquetage parce que des fois, je n'ai pas toutes les informations, soit sur le site internet, soit chez le grossiste. Typiquement, je pense à l'expérience que j'ai eue en voulant commander des pâtes alimentaires du genre penne ou rigate, etc. Dans une entreprise italienne dite artisanale, familiale, depuis 1800 et quelques, voilà. Et quand j'ai reçu le produit, oui, effectivement, c'est produit en Italie, cette entreprise. Mais par contre, au niveau de la matière première, là, on arrive sur de la matière qui n'est pas que italienne ou que européenne. Et donc, du coup, ce produit-là, je abandonne et je continue mes recherches pour avoir d'autres produits qui me conviennent mieux. Alors, bien sûr que c'est selon mes critères. Mes critères, c'est d'avoir une éthique dans l'entreprise qui me convient, d'avoir des produits qui sont beaux et local. Par exemple, là, c'était local dans le sens que c'était produit en Italie. Oui, mais il faut que la matière première aussi, elle soit au mieux italienne et au minimum européenne. J'ai pas du tout envie à ce moment-là d'avoir des produits qui viennent de Chine, Canada, Amérique, etc. Et par exemple, les produits de la mer, parce que j'avais commencé avec ceci, là, j'ai sélectionné 2 entreprises. Une qui est française, c'est une entreprise artisanale de Bretagne qui a aussi une démarche d'utiliser des produits biologiques, d'avoir une pêche durable. Et puis après, c'est clair que je ne vais pas tous les contrôler, enfin, sur place, d'aller les voir, etc.
je fais aussi confiance à mon ressenti et à mon intuition et aux informations que je peux trouver. Et une autre entreprise que j'ai sélectionnée, par exemple, c'était une entreprise grecque qui, elle aussi, avait une démarche très transparente dans sa production. Là, moi, je suis plutôt partisane d'avoir une pêche durable que d'avoir un élevage. C'est mes critères à moi. J'explique toujours les critères que je peux avoir quand je fais une sélection de produits. Et puis après, ben, ça convient ou ça convient pas aux personnes. Mais au moins, moi, ça me porte vraiment à cœur d'être transparente par rapport à ça et d'expliquer quel produit je prends. Comme par exemple, un autre exemple que je peux donner, c'est que j'ai mis en place le vrac pendant la, 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 le premier confinement, ou en tout cas le premier début de toute cette histoire avec le corona. Et il y a un maximum de choses qui sont en vrac, mais par contre, il y a un produit comme haricot, je n'arrive pas à trouver en vrac avec une production proche de chez nous. Donc là, je me suis orientée sur une entreprise italienne mais qui fait des haricots emballés en sachets de 500 grammes. Alors, idéalement, j'aimerais limiter au maximum l'utilisation du plastique et des contenants. Si c'est en papier, c'est top pour moi. Mais là, mon choix va s'orienter sur un produit italien conditionné plutôt qu'un produit en vrac qui, lui, vient de trop loin. Du bout du monde, ouais. Voilà, du monde. Et bah, pour les pâtes alimentaires, j'ai eu une petite entreprise de boulangerie qui m'a contactée aussi au début de tout ça l'année passée. Et bah, ils ne pouvaient plus faire de marché, donc ils étaient intéressés à trouver une autre manière de diffuser leurs produits. Au début, on était plus ou moins parti, excusez-moi, sur l'idée de remplacer les marchés. Et pour finir, on a continué la collaboration. Eux, ils ont fait la démarche d'avoir un producteur qui mousse sa farine sur meule de pierre avec la fleur de vie en dessous. Ils m'ont expliqué tout ça. Après, contact le meunier en question. Et puis, produit des pâtes alimentaires, genre cornettes, tagliatelles, etc. Et ça, je peux le prendre en vrac. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurence. Est-ce que dans vos expériences respectives, les circuits courts, dans certains cas, peuvent permettre de préserver des modes d'agriculture ou des productions qui, sans le circuit court, seraient vouées à disparaître? Je peux prendre le relais là. Oui et non. Ça veut dire que oui, bien sûr qu'il y a des modes de production. Il faut pas, dans tous les débats qu'on a toujours, on ne peut pas être dogmatique. À un moment donné, le monde n'est pas noir et blanc. La clé et ce à quoi on doit toujours penser quand on parle d'alimentation, c'est comment est-ce qu'on nourrit durablement et sainement notre population. Donc, il y a des systèmes qui vont coexister. Il y a des circuits courts qui vont permettre de produire des produits en petite quantité qu'on n'arrivera certainement peut-être pas à produire de manière, entre guillemets, industrielle, sans aucune négation à ce que veut dire une production industrielle, mais ça veut dire une production plus massive pour nourrir une population plus grande. Donc, c'est vrai que oui, d'un côté, le circuit court sur des typologies de production qui ne peuvent peut-être pas être faites à très grande échelle vont permettre de faire vivre des produits pour des publics cibles, pour des consommateurs cibles, à des endroits cibles. Mais la clé, elle est quand même comment est-ce qu'on nourrit sainement notre population. Et pour ce faire, il faut quand même pouvoir produire avec des quantités peut-être plus importantes, auquel cas on vient sur une collaboration entre ces deux systèmes, effectivement. Et Laurence? Moi, je peux peut-être donner l'exemple de Prospera. Alors, il faut enlever la caméra de nouveau, je suis désolée. Non, moi, j'ai oublié. Voilà.
Désolée, j'ai oublié d'enlever la caméra. C'est un exercice pas évident pour moi, tout ça. Donc, je disais, je peux donner l'exemple de Prospecie rara. Pour les gens qui ne connaissent pas Prospecie rara, c'est une façon qui œuvre pour le maintien des anciennes variétés et races en Suisse. Alors, beaucoup est fait pour le côté végétal, avec une production, une mise à disposition de semences, mais également des plaies qui ont été créées pour favoriser le commencement de certaines personnes dans cette production de semences. Je pense notamment au projet qui s'appelle les tomates urbaines, je crois. Et du coup, ils proposent aussi un cours ou des ateliers, soit un cours pour la production de semences, qui est fait avec un jour de théorie et un jour de pratique pour les gens de récent. Et depuis ce nouveau projet là, des tomates urbaines, ils ont mis en place des ateliers de plantons qui ont lieu chez différentes personnes, chez des collègues ou chez moi-même à monter, où là, on donne quelques informations de base pour commencer à planter et pouvoir être un petit peu autonome dans ce projet-là. Mais ils ont aussi des projets d'élevage avec les races suisses, que ce soit au niveau de la volaille, que ce soit aussi au niveau des chèvres ou par exemple du mouton laineux, etc. Et du coup, eux, ils ont pu mettre aussi en lien producteurs et consommateurs via leur site ou via des marchés, et ils valorisent du coup ces anciennes races. Mais si on prend par exemple le cochon laineux, ils vont avoir des producteurs qui proposent de la viande de porc qui est fait d'une manière beaucoup plus artisanale, j'ai envie de dire, et plus respectueuse dans l'animal par ce biais-là. Ils maintiennent aussi les savoirs faire en rapport avec, par exemple, l'élevage de ces animaux. Et il y a des produits dérivés qui vont être mis sur place. Je pense notamment à une connaissance qui fait des produits, des cosmétiques un peu thérapeutiques, j'ai envie de dire. Et une des pommades est faite avec, je ne sais plus comment on appelle ça, la graisse de cochon. C'est un nom particulier qui permet vraiment de faire un travail au niveau de la cicatrisation. Et donc, du coup, elle a une pommade spéciale qui est au niveau des gerçures, etc. Donc, on voit que ces programmes-là peuvent valoriser des produits et savoir-faire et des élevages ou des productions qui sont un petit peu de niche comme ça. Oui, très bien. Merci beaucoup. On a un peu parlé de la distribution conventionnelle comme ça entre deux. Est-ce que elle ne va pas disparaître? L'échelle est très, très importante et dans le futur, comme Julie l'a un peu déjà évoqué, les deux systèmes, le circuit court et la distribution conventionnelle, vont devoir marcher main dans la main pour qu'on puisse nourrir tout le monde. Comment vous voyez la chose? Je pense que ce qui ressort de toute notre discussion jusqu'à présent, c'est que on a un besoin de traçabilité. C'est pour ça qu'on se rapproche des circuits courts aussi. Alors, on a un besoin de contact entre êtres humains, c'est une chose, bien entendu, que ça fait plaisir de savoir qui a produit notre produit. Mais quoi qu'il en soit, il y a une vraie demande de traçabilité. Et ça, ce n'est pas un effet marketing. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir confiance en la traçabilité qu'on nous annonce. Et en ce sens-là, les modèles vont exister et les modèles de distribution actuels vont devoir évoluer parce qu'on n'est plus dans des dimensions marketing du produit, mais dans une vraie recherche de sens de la traçabilité et de confiance en la filière. La confiance en la filière demande de la transparence et demande une capacité de transparence.
Et ce n'est pas si simple que ça parce que c'est des métiers qui sont différents. C'est toutes les filières pareilles, ce n'est pas que le secteur agroalimentaire. Le problème du secteur agroalimentaire, c'est qu'on mange tous 3 fois par jour. Et que donc tous 3 fois par jour, on se pose la question. Sur d'autres filières comme la pharmaceutique ou X ou Y, autres filières, on se pose un peu moins la question parce que quand on a besoin d'un médicament, bon, on est content de l'avoir. Donc la traçabilité, oui, mais bon, il le faut, il le faut. Donc on a une vraie réflexion et pour moi, la clé, c'est la traçabilité. La traçabilité de confiance, c'est l'avenir, que ce soit via des systèmes de distribution complexes ou des systèmes de distribution plus simples. Merci. Quand on a commencé notre saison d'événements et sur l'agriculture, le premier intervenant qui est venu, c'est Christian Niels Schwab, qui est le directeur du Centre d'alimentation et de nutrition de l'EPFL. Il nous avait fait une présentation extrêmement intéressante sur nourrir la planète en 2050 et comment les technologies peuvent nous y aider. À travers sa présentation, puis ensuite les questions qui sont survenues, il y avait quand même toujours cette histoire du juste prix qui revenait. Il avait pris l'exemple d'une barquette préfabriquée, quelle que soit la marque et quel que soit ce qu'il y a dedans, qui en fait, avant d'arriver dans l'assiette du consommateur, fait des milliers de kilomètres. C'est assez impressionnant, je ne me souviens plus du chiffre. Mais en moyenne, les aliments font vraiment beaucoup de kilomètres avant d'arriver dans nos assiettes. Et le problème, c'était que ces produits qui ont beaucoup voyagé, qui ont été transformés, coûtent aujourd'hui encore moins cher que le kilo de courgettes qui est produit à 5 minutes de chez nous. Alors, comment est-ce que vous appréhendez cette question du juste prix? Laurence veut intervenir ou commencer ou... Alors, oui, pardon, j'en mets à la... donc, le juste prix, ouais, ça, c'est une grande question. Le prix Moi, je trouve que c'est une raison d'avoir un produit qui est moins cher alors qu'il vient de pays voisins, voire carrément de l'autre côté du monde. Bon, ça s'explique en partie par rapport au fait que le cours de la vie n'est pas le même selon les pays. Plus proche de nous, on peut simplement parler de la différence avec les pays européens. On sait très bien que voilà, en France, en Espagne, en Italie, le coût de la vie est proportionnel à leurs revenus. Mais par contre, quand on achète leurs produits, forcément, ils vont être moins élevés dans le coût purement financier, étant donné que c'est produit avec leur référence à eux financière. Par contre, on oublie, je pense, de prendre en considération, et là, Julie, tu as quelque chose à dire, par rapport au coût qu'on ne voit pas. Au coût par rapport à la pollution, par rapport aux énergies grises, par rapport au transport, par rapport au fait qu'on n'a pas de visibilité de savoir dans quelles conditions un produit est produit ou un élevage est fait. Et puis, moi, ça me semble assez logique de penser que si on n'a pas vu là-dessus, les dérives peuvent très vite arriver. Loin des yeux, hein, comment entre guillemets, positionner sur le fait que, par exemple, dans certains pays, ce soit les enfants qui soient dans les champs avec des produits chimiques qui les atteignent sans aucune protection, alors qu'on ne le sait pas et on ne le voit pas. C'est beaucoup moins facile de faire ça avec notre voisin agriculteur et puis qu'on passe tous les jours devant. Là, on va très vite réagir. Donc ça, c'est par rapport au prix. Et puis, l'autre chose que je pourrais dire par rapport à cette valeur des produits, c'est avant tout, quel est le choix qu'on a envie de faire? C'est-à-dire, la valeur d'un produit qui nous nourrit, c'est quand même la base de
de notre survie, pouvoir manger, boire, respirer des matières qui sont en adéquation avec notre corps. Et quelle est la valeur qu'on met à ça? Il y a des décennies en arrière, dans les années, je crois, 60, c'était 70% du budget familial qui passait dans l'alimentation. Maintenant, si on arrive à 30%, on est déjà bien noté. Donc, bien sûr que c'est un choix de chacun. Moi, je me pose juste la question, est-ce que les personnes qui choisissent de consommer des produits pas très chers, peut-être d'une moins bonne qualité, parce qu'on sait quand même que produits à grande échelle, poussée, etc., ont beaucoup moins de valeur nutritive qu'un aliment qui est plus local. Déjà, à mon avis, le produit local est toujours plus en adéquation avec notre système corporel. Et une personne qui choisit plutôt de mettre son budget sur des loisirs, des voyages, je ne sais pas, peu importe. Est-ce qu'elle a réfléchi au coût final que ça aurait pour elle si au bout de quelques années, son état de santé se détériore? Ça, c'est un point de vue très, très personnel. Mais il y a aussi le coût, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'écologie. On sait que tout est lié. Donc, si tout est lié, à un moment donné, on va avoir le retour du boomerang, j'ai envie de dire. Et puis, comment on a envie de vivre? Ça, moi, je ne porte pas de jugement par rapport à ça. Je dis juste que c'est un choix. Et que ça me semble un choix qui devrait être réfléchi par chaque personne. Et là, il me semble que depuis des années, on s'est complètement dissocié de ça. Les gens ne voient plus le lien qu'ils peuvent faire entre leur santé, leur budget, l'environnement. Et moi, je trouve que c'est quand même, pour moi, j'ai fait le choix d'apporter une valeur importante à l'alimentation et à mon train de vie. Et du coup, je vais vraiment voir le prix du produit d'une autre manière que simplement, ah oui, c'est 5 francs le kilo, c'est 7 francs le kilo, voilà. Oui. Julie? Tout ça est très compliqué, à vrai dire, hein, parce que peut-être qu'à l'époque, j'étais un peu crédule et puis je me disais, oui, si on explique aux gens la réalité de production d'un produit, qu'effectivement, produire des fraises au mois de janvier en Espagne, c'est pas forcément top au niveau environnemental et c'est moins cher, alors il ne faudrait pas les acheter, mais essayer de ne pas le faire, etc. Je pensais que la vulgarisation et l'explication du contexte allaient aider les gens, les consommateurs, à faire les, entre guillemets, choix responsables. Avec quelques années de plus, je me dis que peut-être qu'on devrait effectivement arriver à un moment donné à légiférer sur certaines choses. C'est-à-dire que ce que propose le marketing pour vendre à ses consommateurs n'est peut-être pas la juste chose à faire. Peut-être qu'on doit forcer aussi vers, ma foi, une saisonnalité, vers une indisponibilité de certains produits à certains moments et peut-être qu'on doit oser cette frustration. La vérité de cette frustration, c'est que rien n'est simple parce que n'importe qui vend des produits à un business à faire tourner. On sait bien que de vendre que des pommes de terre ne vous permettra pas de vivre et que vous devez diversifier un petit peu votre panel de produits à vendre et que donc il faut faire des concessions vers, comme l'expliquait très bien Laurence, peut-être de temps en temps un produit qui vient d'Italie mais qui est quand même produit de manière responsable et plus ou moins locale, et puis qu'il faut ouvrir aussi ce champ des possibles là tant qu'on reste dans la juste mesure des choses
Et la juste mesure est compliquée aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple, en tout cas, que j'ai en tête aujourd'hui. C'était une étude qui était sortie il y a de ça 2 ans, qui disait, en fait, si on regarde qu'un indice environnemental carbone, que le carbone, on ne regarde pas la biodiversité, on ne regarde pas les emplois, on est très simple. Si on parle que du carbone, une tomate produite en Espagne, sous serre, n'est pas forcément plus mauvaise qu'une tomate produite sous serre en Suisse en janvier. Parce que le problème de la tomate produite sous serre en Suisse en janvier est que la plupart de nos serres sont alimentées par des énergies fossiles. Donc, si on regarde l'impact carbone de cette serre-là, il n'est pas très bon. Par contre, les tomates produites en Espagne en février-mars ont la possibilité d'être sous serre non chauffée dans certaines régions d'Espagne. Tout ça est très compliqué parce que c'est des choses qu'on a beaucoup de peine à dire. Parce qu'on ne regarde qu'un indice. On regarde l'indice carbone, on ne regarde pas l'indice biodiversité, on ne regarde pas d'autres indices. Et c'est là où je remercie Christian de revenir toujours sur cette thématique du true cost, c'est-à-dire quel est le vrai prix d'un produit. C'est comment est-ce qu'on mesure un produit dans son ensemble. Et ça devient très, très complexe. Ça s'appelle faire une analyse du cycle de vie du produit, que ce soit sur son impact au niveau de la biodiversité, sur son impact social, sur son impact carbone, etc. Et tout ça, c'est complexe parce que si on a déjà de la peine à avoir une traçabilité simple du produit, d'où il vient, quand est-ce qu'il va arriver, combien de temps il a été stocké, si on n'arrive déjà pas à faire ça, ça va être très, très compliqué de vouloir y ajouter quel est son impact carbone, quel est son impact biodiversité, etc. Et le true cost, c'est cette réflexion-là. C'est de dire comment on va maintenant faire des études, mettre en place des systèmes de mesure pour pouvoir avoir une idée complète et totale du produit. Ça sort ces temps et peut-être que d'ici quelques années, on arrivera avec une bonne traçabilité, avec des bons indicateurs à réellement dire, voilà, il y a la nutrition qui est importante, il y a le carbone qui est important, il y a la biodiversité, il y a le fait de payer bien les gens qui produisent, etc. Et puis tout ça fait partie du vrai coût du produit. Après, est-ce qu'on est capable de le payer? C'est aussi une chose, on ne peut pas avoir une vision uniquement de gens aisés comme nous pouvons l'être sans aucune négation de la chose. Il y a aussi des gens qui tous les mois ont de la difficulté à joindre les deux bouts et qui, ma foi, choisissent des produits peu chers parce qu'ils n'en ont pas le choix et que c'est très difficile de dire je ne ferai pas partir en vacances mes enfants parce que je veux payer un produit plus cher. C'est sans jugement aucun, mais ce n'est pas des choix si faciles que ça. Oui, effectivement. On va rester un peu sur le même thème. Quand on a discuté hier, on a parlé de la reconnaissance de la valeur du travail des personnes qui cultivent la terre et qui nous nourrissent par rapport à la problématique des paiements directs. Donc, il y a toute cette… Julie, vous disiez que donc je ne sais pas si on peut dire les propriétaires ou les personnes à l'origine de l'agropole refusaient cette politique des paiements directs parce que du coup, en fait, ils avaient l'impression que leur travail n'avait plus de valeur. C'est ce qui s'était passé à l'époque, effectivement, la famille Fancoser et Victor, qui aujourd'hui est un bon retraité, nous explique que quand les paiements directs avaient été mis en place, il avait dit non, moi jamais je ne les accepterai, je ne suis pas d'accord, je vais être payé pour le produit que je fais. Et je vais être payé le juste prix de mon métier et du travail que j'y mets. Et donc, il a dû partir sur des produits à haute valeur ajoutée. Lui s'est dit, on va faire de la framboise. Ils ont fait 5 hectares de framboises à côté d'Yverdon. C'était parmi un des plus gros producteurs de framboises de Suisse. Et puis, cette framboise, il a fallu la valoriser jusqu'au bout, c'est-à-dire en faire des vinaigres, en faire des confitures, en faire des alcools, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de jeter n'importe quelle partie du produit ou les moins beaux fruits, etc. Il fallait vraiment valoriser l'ensemble. C'est comme ça qu'est née l'industrie sur le site Agropole, c'est-à-dire qu'on était sur de l'agricole, puis de l'industriel, parce qu'il a fallu transformer en partie, puis vendre en quantité. Cette démarche-là, elle était belle, mais elle n'a pas survécu. Il n'a pas réussi à vivre de ça réellement. Donc après, il s'est remis dans un modèle de paiement direct. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pas mal d'agriculteurs qui, de temps en temps, sur des discussions
disons, off, nous disent moi, les paiements directs, j'en peux plus parce que j'ai pas l'impression d'être valorisée dans mon métier, parce que j'ai l'impression que du coup, tout le monde se permet de me dire tout et n'importe quoi sur mon métier et que finalement, je ne serai jamais payée le juste prix de ce que je fais. Toutes les agricultures européennes qui fonctionnent sont subventionnées. Aujourd'hui, il n'y a pas un modèle qui fonctionne qui n'est pas subventionné. Et pour dire fonctionner, ce n'est pas une réussite, hein. Ça veut dire on approvisionne la population, donc on part du principe que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, on est subventionné de partout et c'est vrai qu'on en voit les limites. On en voit les limites de mécontentement, que ce soit des consommateurs ou des agriculteurs. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être un problème de fond à un moment donné à soulever. Comment le faire, c'est très compliqué. On est dans une chaîne de valeur qui est complexe avec beaucoup de métiers et beaucoup d'entités qui ont des places et des business à chaque endroit. Donc, tout n'est pas simple, mais il y a peut-être effectivement une vraie question à se poser. Laurence, est-ce que vous êtes confrontée à ça avec les producteurs que vous connaissez? Alors moi, je ne suis pas directement confrontée à ça. J'ai juste un avis et quelquefois un dialogue avec les différents producteurs. Moi, si je regarde l'historique de ces paiements directs, je pense que c'était une solution qui devait rester temporaire. Elle est arrivée à un moment donné, elle avait comme but, je pense à l'origine, d'aider les producteurs, les paysans. Mais au final, je pense que ça a été comme de mettre quelque chose sous perfusion sans regarder vraiment la cause des problèmes et d'essayer de mettre des pansements sur ce qu'on pouvait voir. Alors, bien sûr que c'est un avis très personnel, mais j'ai quand même eu des dialogues avec différentes personnes qui m'ont dit que soit, comme dit Julie, ils voulaient sortir des paiements directs, soit à un moment donné, ils n'avaient pas voulu y rentrer et ils voulaient faire autrement. Moi, je pense qu'effectivement, c'est vraiment pas une solution qui permet de valoriser le travail du monde agricole. Ça floute le prix du produit parce que du coup, le prix du produit, pour moi, il n'est pas en adéquation avec le prix qu'il devrait avoir parce qu'il y a ces paiements directs qui vient, oui, mettre son grain de sel là-dedans et oui, voilà, rompre l'équilibre. Si à un moment donné, le produit, admettons, peu importe lequel, il n'avait pas eu de subvention et qu'il aurait augmenté ou baissé, ça, à mon avis, ça se serait régulé au bout d'un moment avec le marché, comme on le connaît, l'offre, la demande, etc. Ouais. Oui. Maintenant, avec ces paiements directs, en fait, ça met un système en route qui ne permet pas d'avoir un état, comment dire, un regard d'année en année sur une problématique de production. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Julie et à Laurence pour les informations que vous nous avez transmises. On a un petit peu de temps pour des questions, des échanges avec les participants. Est-ce qu'il y a une personne qui souhaiterait poser une question? Si vous ne voulez pas parler à l'écran et poser la question, vous pouvez aussi la mettre dans le chat et puis on peut relayer aux intervenantes. Jackie, tu veux parler? J'ai l'impression, mais on ne t'entend pas. Il faut mettre le micro si tu veux parler, Jackie. Elle n'a pas mis le micro. Jackie, on ne t'entend pas. Micro. Voilà, c'est juste, c'est bon. Voilà. Voilà. Alors, je trouve que la réflexion sur le true cost
le vrai prix, c'est quand même quelque chose qui est assez difficile. Moi, je comprends. Moi, je suis la première à vouloir dire, OK, j'achète que par ici, que du local, Mais quand on va faire les commissions et puis on sort avec le quart de ce que en sac à commission de ce que aurais pu acheter ailleurs, c'est qu'il y a des moments aussi où les gens doivent regarder aussi leur porte-monnaie. Donc, c'est clair que si moi, c'est clair qu'on sait tous que la tomate qui vient d'Espagne, elle est pas aussi bonne que celle que je vais pousser dans mon jardin, on le sait. Mais le problème aussi, c'est qu'il faut nourrir le monde entier. Pas que nous sommes assez riches. Je viens d'un pays en Zambie où une kilo de pommes de terre, ça coûtait parfois un salaire entier des gens. Donc, si eux, ils peuvent avoir du maïs ou des mangues qui coûtaient beaucoup, beaucoup moins cher, dans certains pays, c'est une question de remplir le ventre. Mon père, il a une ferme en Zambie, il fait 100 kilomètres carrés. Il a 1000 vaches. Et lui, il est assez américain comme ça. On se bagarre pas mal pour ça parce qu'il est pour les GMO, il est pour tout ça. Je trouve ça hallucinant. Mais pour lui, qui est un enfant des années 50, pour lui, c'est du progrès, puis il faut qu'on l'embrasse. Et puis pour lui, il voit ça plutôt comme de l'aide. Il aide à nourrir son peuple. Et puis, tandis que pour nous, ici en Suisse, c'est clair qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on mange. Il faut qu'on mange local. Moi, le vin, maintenant aussi, j'achète que du valaisan. On fait tous des efforts. Mais j'aime bien un client, Green Shop, il m'a dit l'autre jour, c'est pas de changer toutes les idées de tout le monde, de le monde entier en un coup. C'est de changer une chose par mois. Et je trouve que ça m'a aidé à me dire, OK, je n'ai pas les moyens maintenant de manger tout d'ici. Par contre, par exemple, maintenant, j'ai décidé que je vais acheter que des produits vaisselle bio, que moi, c'est une chose ce mois-ci, et puis petit à petit, je vais pouvoir ajuster mon budget. Donc, c'est ça souvent pour les gens qui écoutent si on pouvait, on le fera tous. On n'achèterait que du local. Et puis mais c'est vraiment une question de budget. Alors, je voulais juste dire, c'est que ça m'a aidé à comprendre mieux ce qu'elle dit Laurence. Je le comprends à fond. Et puis, je suis avec à 100%, mais autant que mon porte-monnaie me laisse le faire. Donc, en écoutant ce qu'elle a dit, Julie, ça m'a soulagé un petit peu mon mauvaise conscience au lieu de me sentir mal chaque fois que j'achète des fraises en saison maintenant en ce moment. Mais c'est vrai que de temps en temps, mais on est obligé et puis on ne peut pas s'en passer. Mais si on fait dans le mindset une chose par mois, on change ce mois-ci. Nous, on a fini il y a 2 ans déjà, on n'achète plus et puis pourtant depuis l'Afrique du Sud, mais j'achète plus le vin depuis là-bas, j'achète que là-bas. Mais ça fait un petit changement dans notre budget. Donc, il faut s'adapter petit à petit, faire un changement, une chose à la fois, au lieu de se dire, demain, je fais ça. Et puis, on n'arrive pas financièrement, en tout cas. Voilà, c'était juste un conseil pour ceux qui veulent le faire, mais qui ne peuvent pas. D'aller progressivement. Et puis, je peux juste ajouter peut-être quelque chose de nouveau, c'est des petits tips un peu rigolos, mais c'est vrai qu'on a aussi des sens communs qui sont parfois, en fait, faux. Par exemple, quand on fait l'analyse de cycle de vie d'un produit, c'est-à-dire qu'on imagine vraiment combien il coûte au niveau carbone, au niveau, etc. Donc, le true cost d'un produit, on est parfois surpris. Donc, nous, on avait travaillé justement pour voir le coût d'un produit au niveau agropole, alimentaire, comment ça se passe. Donc, on est produit par plusieurs choses. Enfin, on est surpris. Il y avait une étude qui avait été réalisée par Air France, compagnie aérienne, le mal en soi, l'horreur. Bon, bref, on prend tous l'avion, on est très contents. En attendant, eux ont dit, nous, au niveau marketing, on ne peut plus servir à tous nos voyageurs des plateaux repas en plastique. C'est plus possible. Les gens ne veulent plus ça, ça donne une mauvaise image de nous, etc. Faites-nous une analyse du cycle de vie de nos plateaux repas et puis dites-nous ce qu'il faut qu'on mette. Qu'est-ce qui est le mieux? Donc, une équipe de scientifiques de Quantis, on travaillait sur cette thématique-là. Et puis, en fait, il est arrivé sur le fait que,
le plateau repas plastique, c'est le mieux parce qu'on est sur un circuit qui est contrôlé et fermé. C'est-à-dire le plateau repas plastique, il est utilisé dans l'avion, mis dans des poubelles directement, recyclé directement. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de déchets qui partent n'importe où. Et puis, à chaque fois qu'on rajoutait un autre plateau repas, en fait, peut-être aluminium, peut-être X ou Y matériaux, on ajoutait du poids à l'avion. Du poids à l'avion à chacun des utilisateurs et à chacun des voyageurs. Puis si on regardait la totalité et la complexité de l'analyse du cycle de vie de ce produit, on ajoutait un coût carbone énormissime par le fait que l'avion allait peser pas mal plus lourd, en somme, sur chacun des allers-retours, sachant que Air France ne faisait pas des petits vols locaux, mais plutôt des vols internationaux, etc. Donc, c'est vrai qu'on est surpris des fois par nos propres préjugés. Donc, tout n'est pas noir ou blanc et tout n'est pas facile. Et Jackie a certainement raison sur bien des points. On peut faire bien sur certaines choses et puis on peut aussi se laisser aller sur d'autres. L'important, c'est peut-être d'essayer d'être le plus local possible, c'est-à-dire européen possible au moins, ce qui est déjà pas mal à vrai dire. Merci Julie. Est-ce qu'un ou une autre participante a une question? Peut-être revenir un peu, on avait un peu ouvert sur les 2 dernières questions, revenir sur les circuits courts éventuellement. Alors moi, ce qui me frappe toujours quand on dit il faut nourrir toute la population, quand on sait le nombre de la quantité de nourriture qui est jetée parce que la taille ne correspond pas à ce que demande la grande distribution. Je pense que si là aussi on faisait un effort de ce côté-là, il y aurait peut-être aussi moyen de nourrir la population sans forcément faire venir des produits de l'autre bout du monde. Exactement. Chez nous, dans les sociétés industrielles, on compte à peu près du champ jusqu'au consommateur 30% de pertes, 30% de déchets. Alors, il ne faut pas croire que tous les déchets sont jetés. Sur ces 30%, il y a de la valorisation pour de la nourriture animale des fois, pour du biogaz d'autres fois. Mais c'est vrai que quand on voit comment la grande distribution ou les distributeurs demandent de trier pour avoir du première gamme, de la belle pomme de terre ou des beaux oignons, etc., c'est vrai que c'est assez triste, entre guillemets. Enfin, c'est préoccupant. En tout cas, il y a pas mal de startups qui travaillent sur la valorisation de ces produits-là. Il y a plein d'initiatives à ce niveau-là pour essayer de valoriser. Le waste management est clé. Est-ce que ce n'est pas... Enfin, je ne sais pas, moi, ça ne me dérange pas d'acheter une carotte qui est un peu tordue ou une aubergine qui pique un peu. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on nous a fait à avaler et qu'on nous a obligé de penser que si le produit il n'est pas parfait, il n'est pas bon? Est-ce que c'est à l'origine, on peut retracer où il y a eu un changement, que tout d'un coup, bon, c'est un peu vrai pour tout, hein, le packaging aujourd'hui, c'est l'obsession. Mais est-ce qu'on ne peut pas revenir en arrière et puis faire des affiches avec des poireaux un peu sales, un peu tordus, etc. Comment vous voyez la chose? Parce qu'en circuit court, quand on va chez le producteur, ils ont toutes les formes et toutes les tailles possibles et puis les gens achètent. Alors, il y a effectivement des initiations qui ont été faites dans ce sens-là, comme par exemple les légumes moches, pour valoriser, effectivement. Moi, je pense que là aussi, c'est une question de communication et de pouvoir reparler avec les gens qui permettra de les rendre attentifs que ce n'est pas parce que la carotte, elle est tordue qu'elle est de moins bonne qualité. Et que si ça se trouve, elle a une valeur nutritionnelle qui est bien plus élevée que les légumes Ferrari, comme j'avais entendu dans un reportage, j'avais trouvé très bien. Les fruits et les légumes Ferrari, c'est ceux qui sortent d'usine, qui sont tous pareils, tous magnifiques, tous hyper musclés, etc., etc. La thématique du true cost, c'est-à-dire quel est le vrai prix d'un produit, c'est comment... Excusez-moi. Pardon? Ah, je me demandais si c'était quelqu'un qui parlait. Non, excusez-moi, c'est moi qui avais pas muté, excusez-moi. Ah, ok, d'accord. Oui, pour rebondir par rapport à ça, je me souviens, j'avais un ami, parfois c'est vrai, dans certains magasins, on voit les rayons et puis il disait, mais ils les ont peints, ces légumes ou quoi? Parce que
ils ont des couleurs tellement vivaces, ils sont tout propres, tous de la même forme. C'est comme s'ils avaient été fabriqués, mais plus que juste poussés, quoi. Oui, puis je pense que là, c'est aussi beaucoup les supermarchés qui ont habitué l'œil du consommateur à avoir un produit parfait. Et du coup, tout ce qui dénote avec cette perfection apparente est reclassé. Et au bout de quelques années, voire quelques décennies, le pli, il est là. Donc maintenant, il y a une démarche qui est inverse, beaucoup justement aussi avec les circuits courts, où là, on peut réinformer et puis ça commence à revenir dans la norme d'avoir éventuellement voilà, une carotte qui est tordue, etc. Et pour répondre à Jackie, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, moi, je n'ai pas envie que les gens ils se sentent fautifs parce qu'ils ne mangent pas tout bio et tout ça. Hein. Ce n'est pas du tout le but de mon dialogue. Peut-être que je me suis mal fait comprendre. C'est juste de les rendre attentifs. Oui, effectivement, on ne va pas tout changer. C'est comme dans la santé, on ne va pas tout changer d'un coup. C'est par étapes. Mais c'est juste les rendre attentifs à quel choix voulez-vous faire. Peu importe le choix que vous faites, si vous faites ce choix-là en conscience. Voilà. Et en ayant toutes les cartes en main pour choisir. C'est ça. Parce que souvent, les gens ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir. Tout à fait. Ouais. Voilà. C'est plutôt dans cet esprit-là que je voulais... Alors, moi, j'aimerais bien, c'est ça. Des fois, c'est juste une question de se sentir coupable parce qu'on n'a pas toujours les moyens de pouvoir le faire. Mais j'entends clairement, je suis la première à dire oh mon Dieu, tu as acheté des fraises. Oh, mais quelle horreur, c'est mars. Mais de temps en temps, de vraiment être beaucoup plus consciente. Je le suis, j'aimerais juste que le porte-monnaie suive un peu, voilà. Mais après, aussi, des fois, il y a d'autres choix qui rentrent, pas seulement bio ou pas bio, local ou pas local. C'est, par exemple, pour l'alimentation, quelle est la part qu'on laisse, par exemple, à la viande, au poisson, au fromage, qui sont des produits élevés? Et quelle est la part qu'on laisse aux légumes, céréales ou autres légumineuses qui sont peut-être moins élevées? Quelqu'un qui mange, par exemple, tous les jours de la viande, il doit avoir quand même un budget conséquent parce qu'on sait que le prix au kilo, il n'est pas le même. Oui, c'est clair. Donc, des fois, il y a plusieurs changements qui rentrent aussi en ligne de compte. Oui. Et puis, par exemple, le fait de commander en gros, on peut avoir des réductions de prix. Il y a comme ça beaucoup d'astuces qui peuvent être mises en place, mais c'est clair qu'on ne peut pas tout changer. Déjà, on n'a pas forcément le carnet d'adresses qui va avec pour trouver les produits qu'on a envie. Moi, je l'ai fait sur des décennies, hein, mon changement. Ah, voilà, oui. Merci. Et puis après, n'oublions pas que la nourriture, c'est du plaisir avant tout. Là, on parle d'une forme d'hédonisme. Quand on mange, c'est un moment de partage. Et c'est là où on vient au cœur de notre sujet, c'est de dire, mais comment est-ce que je prends plaisir à manger, à partager, à ne pas être coupable et ne surtout pas se sentir coupable, parce que cette sensation de culpabiliser nous fait ne plus agir, en fait, nous fait ne plus vouloir être conscient. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui fonctionne. Et dans tout ça, quel est notre impact? Parce que soit on part du principe de se dire que la grande distribution impose ses choix parce qu'elle arrive à dire aux consommateurs ce que vous devez manger, soit on dit non, nous on est consommateurs et la grande distribution en fait nous écoute. Donc si elle sent que tout d'un coup les consommateurs vont avoir tendance à aller vers le vrac ou vers les produits moches ou vers... elle va en fait s'empreindre de cette dynamique-là. Et oui, maintenant, il y a du vrac dans les grands distributeurs, ça arrive. Donc, on est force de proposition aussi et on ne doit pas oublier que la nourriture, c'est avant tout un moment de partage et de plaisir. Oui, tout à fait. Est-ce qu'une autre personne souhaiterait poser une question ou apporter un témoignage?
Alors, je crois que... Ah, peut-être Maude qui a remis la... Non, elle a juste remis l'image, mais... OK. Alors, dans ce cas-là, je vais proposer qu'on conclue. Et puis, je trouvais justement, c'est pour ça que je saute sur l'occasion, parce que la petite conclusion de Julie sur le partage et puis le fait que la nourriture, ce soit quand même aussi quelque chose de convivial et puis qu'il est un peu l'heure d'aller manger, ça tombe bien. On a les quelques personnes qui sont sur place à la Maison Blanche auront la chance de boire un petit apéritif. Donc, on est désolé pour ceux qui n'ont pas pu venir sur place ou qui sont loin. On vous remercie beaucoup de votre participation. Je voulais juste donc réitérer l'offre dont Maud a parlé tout à l'heure en début de session. Donc, on vous propose un abonnement à 50% sur le Nomade ou la place fixe. Vous avez la possibilité de vous annoncer jusqu'au 30 avril. Et puis, il y a aussi ou une option avec des heures de salle de réunion gratuite. Et notre prochain événement est planifié pour le 28 avril. Cette fois, on revient au thème du tourisme 4 saisons et on va parler du développement du 2 roues, qui est un des grands moteurs du tourisme 4 saisons, spécialement en vallée. Donc, on aura Nadège Fischer, qui est directrice opérationnelle du Tour des Stations, qui sera invitée. Et elle sera en conversation avec Martin Caro, qui a le magasin Fatal Bike à Monté, qui est un passionné de vélo, qui fait vraiment beaucoup de choses pour promouvoir le tourisme à vélo et le plaisir à vélo. Donc, la conférence qu'on vient d'avoir a été enregistrée. Elle sera mise à disposition sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous voulez être sûr de ne pas rater nos informations, vous pouvez facilement sur notre site vous inscrire à la newsletter qui n'est pas invasive. Vous n'allez pas recevoir un mail tous les 2 jours, mais à peu près une fois par mois. Donc, c'est vraiment assez léger et plein d'informations utiles. Voilà, donc moi, je vous remercie. Est-ce que Maud, tu veux ajouter quelque chose? Non, tu as tout dit. Ah, j'ai tout dit. C'était complet, parfait. Alors voilà, donc merci beaucoup à toutes et à tous et au plaisir de vous retrouver sur les ondes